Bienvenue dans Esprit MOF. Esprit MOF, ce sont des rencontres inédites avec ses artisans, ses maîtres d'art, ses compagnons, ses meilleurs ouvriers de France, regroupant toutes sortes de catégories artisanales dans des domaines très variés. Ils nous feront partager, imaginer leur parcours, leur vocation pour certains, et bien sûr leur travail, leur savoir-faire si particulier dans l'intimité de leurs ateliers ou de leur domaine de compétences. Dans ce nouvel épisode d'Esprit MOF, nous sommes partis à la rencontre de Sébastien Tillier, qui a obtenu son titre d'un des meilleurs ouvriers de France dans la catégorie Art des jardins paysagers en 2019 lors de la 26e promotion. En sa compagnie, nous allons mieux comprendre l'univers du jardin et de l'horticulture, comme des travaux et des aménagements qui y sont liés. Pour celui qui a créé sa propre entreprise, Terra Botanica, à Neuf-le-Vieux dans les Yvelines, avoir construit un jardin d'eau pendant 9 mois au sein d'un jardin horticole fut une aventure de tous les instants, travaillant sur l'écosystème et introduisant dans un bassin des carpes, des grenouilles et des canards. Rencontre avec un serviteur passionné de la faune et de la flore. Sébastien Tillier, vous avez remporté le titre d'un meilleur ouvrier de France dans la catégorie Art des jardins paysagers en 2019. Alors nous allons revoir avec vous votre parcours, mais déjà je voudrais savoir qu'est-ce qui a été votre motivation pour vous lancer dans ce concours ? Mes motivations premières étant que j'aime beaucoup les challenges et je voulais aussi m'identifier vraiment professionnellement, pouvoir me tester, voir quel était mon niveau, et je pense que ce concours d'excellence était une très bonne motivation pour pouvoir me tester. Finalement, c'est un métier que nous connaissons pas très très bien. C'est vrai que c'est un métier qui est très très peu mis en avant. On voit souvent des jardiniers un petit peu partout sans s'intéresser vraiment à leurs connaissances et à leur passion pour ce métier. Quelle est la différence entre un jardinier et un paysagiste d'ailleurs ? Alors le jardinier fait beaucoup d'entretien de jardin, un rôle aussi de conseiller envers ses clients. Le paysagiste, lui, va concevoir et gérer la réalisation d'un jardin suivant le cahier des charges et les envies du client. Pour vous préparer à ce concours, vous aviez un projet très précis. J'aimerais bien que vous en parliez. Alors, c'était d'abord un jardin d'eau. Qu'est-ce qu'un jardin d'eau ? Un jardin sans eau, c'est très compliqué. Et l'eau étant la base de la vie sur notre planète, il était important pour moi de mettre ce matériau en avant. Alors, vous l'avez créé au sein du Centre d'horticole d'enseignement et de promotion, le CHEP. Alors, on dit que c'est une école du savoir-faire. Alors, c'est un établissement privé. Vous étiez déjà intégré dans cet établissement ? C'est un établissement privé. Moi, j'y ai fait mes études de 2002 à 2006 en faisant un BEP et un bac professionnel. Donc, c'était de très, très beaux souvenirs. Oui. Et donc, cet établissement vous a aidé à préparer ? La préparation se fait avec l'expérience, l'envie. Et plus on avance dans le temps, on apprend des techniques, des plantes, des différents types de mise en œuvre des matériaux dans les jardins. Donc cette préparation se fait vraiment avec l'expérience. Mais est-ce qu'ils vous ont soutenu ? Parce que dans le sens où ils vous ont donné un espace pour créer ce jardin. Oui, tout à fait. Étant donné que j'ai quitté ce centre en 2006, j'y suis retourné en fin 2017 pour leur demander s'ils n'avaient pas un petit bout de lopin à me donner. Et c'est vrai que j'ai refait sur leur accord tout l'avant de l'administration du centre horticole. Ouais. Comment on prépare un tel concours, justement, parce que là, on est vraiment sur du terroir, du terrain. Vous avez quand même une matière qui est vivante, quoi. Je me suis posé quand même plusieurs heures assis au milieu de cette étendue d'herbe pour pouvoir réfléchir un petit peu à l'environnement qui était autour et intégrer le mieux possible un jardin. Est-ce qu'il y avait une rivière ? Comment on peut créer une rivière au sein même d'un jardin ? Alors, il y avait déjà... parce que moi, ma parcelle, elle faisait 300 mètres carrés. Et attenante, il y avait un bassin que j'avais d'ailleurs construit en 2003, il me semble. Et donc, mon idée a été de me dire, pourquoi pas continuer ce flux d'eau vers l'administration en effectuant un circuit fermé.
Comment après on vérifie votre travail? Comment les jurys peuvent apprécier le résultat de ce travail? Alors c'est un concours où forcément les jurys savent bien, ou du moins doivent se douter que techniquement on doit être vraiment au top, mais ils viennent aussi beaucoup juger une psychologie et un intérêt pour la catégorie pour laquelle on concourt. Vous étiez plusieurs paysagistes à concourir? Alors il me semble que dans la France, pour cette 26e promotion, nous étions 9 candidats et 3 lauréats. Alors, est-ce que le fait de participer à un tel concours, ça vous fortifie? Est-ce que ça vous a apporté aussi, à titre personnel, une nouvelle connaissance? Tout au long du concours, c'est vrai que c'est une épreuve qui dure quand même 9 mois en autonomie, donc on est tout seul, on effectue les travaux en fonction des saisons. Ça n'a pas été très facile, tous les jours, mais c'est une remise en question perpétuelle, et c'est ce genre de concours d'excellence qui nous fait vraiment grandir dans notre milieu. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à d'autres futurs candidats qui voudraient se lancer dans ce même type de concours? Beaucoup de réflexion, d'assiduité, parce que quand on obtient le titre un des meilleurs ouvriers de France, on a une charte de qualité et de psychologie à respecter. Il faut vraiment être prêt techniquement, psychologiquement, à faire ce concours déjà, et encore plus si on obtient le titre. Alors vous êtes aujourd'hui juré du concours. Pourquoi avoir accepté? Pour voir derrière le rideau, voir un petit peu comment ça se passait. Puis je m'étais très très bien entendu avec les membres du jury qui m'ont proposé de faire partie du jury de la 27e promotion. J'ai tout de suite accepté. Quand on parle de jardin paysager, évidemment on touche au vivant. Est-ce qu'il y a certains types d'animaux que vous introduisez? Je pense au bassin, ça peut être des poissons par exemple, ou d'autres animaux. Alors oui, c'est vrai que l'eau ramène énormément de faune et de flore. J'ai mis des carpe-coï dans ce bassin. Je continue de les entretenir et de les voir grandir. Et après, le fait d'avoir de l'eau a ramené des grenouilles, des canards, de différents oiseaux, parce que le centre horticole fait partie de la Ligue de protection des oiseaux. Donc c'était très très important pour moi aussi de créer un jardin qui s'entretient sans aucune machine thermique. Et justement, ça peut être un exemple pour les élèves, les étudiants, de voir cet écosystème au sein même d'une ville. Oui, tout à fait, parce que le centre horticole ne fait pas que des jardiniers, elle forme aussi des gestionnaires en milieu naturel et forestier, des bûcherons, des élagueurs. Donc ça retouche vraiment pas mal de métiers du paysage. Et c'était très sympa pour les élèves. Tout au long de l'année, ils ont pu suivre l'avancée du jardin et ils m'ont félicité. Ils m'ont vraiment tous encouragé du début à la fin. Ouais. Et alors, qui prend le relais quand vous l'avez abandonné au lendemain de votre titre? Il y a des jardiniers qui prennent le relais pour l'entretenir? C'est moi qui continue à entretenir mon jardin et personne n'y touche sans que je ne sois là. D'accord. Est-ce que c'était au départ une vraie vocation, ou est-ce qu'il y a eu un moment, un élément déclencheur qui a fait que vous avez poursuivi dans cette voie? C'est que j'ai redoublé ma troisième. La première fois, ils n'ont pas voulu m'orienter, donc j'ai redoublé. C'était encore pire. J'étais dans un échec scolaire total. Et ma mère m'a proposé, tiens, Sébastien, si tu veux, je peux t'inscrire à l'école du paysage. Et c'est vrai que ma mère a eu raison, parce que je suis la 4e génération de paysagistes dans ma famille. Et j'ai fait mes 4 ans d'études, et c'est vrai que ça m'a énormément plu. Finalement, vous avez des compétences assez larges, parce que j'ai vu que vous étiez en matière de jardin, bien sûr, de paysage, et même de maçonnerie paysagère. C'est-à-dire que vous construisez tout ce qui est... Voilà, on touche au bois, au minéral, au végétal, et on essaie d'allier le tout pour créer des jardins, en respectant bien évidemment chaque type de matériau, en étant le plus vert possible, si je puis dire. Est-ce que quand vous avez fait vos études, il y avait une stimulation, une concurrence que vous avez sentie entre les étudiants? Non, pas du tout, parce qu'on était vraiment tous dans le même bateau, si je puis dire. On s'est bien amusé, forcément pendant 4 ans. Quand on fait ses études, on n'est pas là aussi que pour travailler. Mais il y avait une très très bonne synergie au sein de notre classe. Et ça nous a tous poussés à avoir nos diplômes en fin d'études. Avec ces diplômes, vous pouvez travailler à la fois dans le public et le privé. On voit beaucoup de jardins communaux, jardins de ministères, jardins publics tout simplement. Oui, c'est vrai qu'on peut travailler tant dans le privé, le public et dans les collectivités. Et parce que ce diplôme, un jardin reste un jardin, peu importe l'employeur, si je puis dire. Et vous avez quand même une sorte d'autorité pour conseiller le dessin, la façon de travailler, la façon de planter. Est-ce qu'on vous écoute quand même? Oui, c'est vrai que ce titre m'a donné un petit peu plus de notoriété envers mes différents clients. Et moi, j'ai toujours privilégié dans mon entreprise, depuis
pas mal d'années l'apprentissage. Bon, après, au niveau des plannings et d'apprentissage entre l'école et l'entreprise, c'est pas très facile à gérer. Mais mon but premier étant quand même la transmission du savoir. Alors justement, comment vous êtes entré directement au lendemain de vos diplômes dans la vie active ? J'ai terminé mon bac professionnel en juin 2006. Puis après, avec un copain, on a décidé de partir habiter en Australie pour parfaire un petit peu chacun notre expérience. On n'avait pas du tout les mêmes voies professionnelles. Donc on est parti habiter là-bas plusieurs mois et j'ai trouvé un emploi dans une entreprise de jardin pour voir un petit peu autre chose que les jardins dans des climats tempérés. Absolument pas du tout les mêmes choses et les mêmes types de jardins. Mais est-ce qu'il y a des auteurs de livres qui vous ont marqué ou des voyageurs, des aventuriers dans ce domaine, dans le monde ? J'aime beaucoup, c'est vrai que André Le Nôtre, bon, ça c'est normal. Darwin, Carl von Linné, qui sont quand même un petit peu les précurseurs de la botanique. Et vous faites le tour par exemple, si vous venez à Paris, vous allez voir le jardin des plantes. Je vais dans n'importe quelle ville où on part en week-end, avec ma femme et mes enfants, on fait toujours un petit tour dans le jardin Et vous êtes critique ? Alors c'est vrai que notre œil s'affûte un petit peu avec le temps, mais non, j'irai pas critiquer parce que j'essaierai toujours de comprendre le sens du jardin. Et la critique est facile, mais l'art est difficile, donc on peut pas trop... Mais par exemple, on imagine que vous pouvez, en tant que MOF, maintenant, être sollicité, demander peut-être en Europe ou pour faire des conférences, expliquer, puisqu'on n'a jamais autant parlé d'écosystème aujourd'hui, de végétal. Je commence à donner des cours, donc je commence à former des jeunes. Et c'est vrai qu'avec le temps, le but serait que je devienne vraiment formateur et je fais aussi partie d'une association qui s'appelle Service à la Française, qui regroupe que des meilleurs ouvriers de France dans plein de domaines différents pour aller effectuer des masterclass dans des pays notamment en voie de développement. Alors, on peut dire aussi que vous êtes un jardinier plutôt actif, parce que j'ai noté que vous avez fait vos classes militaires chez les parachutistes d'infanterie de marine à Carcassonne, et on vous a retrouvé aussi comme sapeur-pompier volontaire à Viroflay. Donc c'est vrai que 4 ans dans le paysage, c'était bien, mais j'avais aussi envie de voir autre chose. Donc j'ai fait pas mal de choses. Et pour revenir à peu près en 2007-2008 dans les jardins en même temps. Alors vous êtes devenu dès 2011 chef de chantier chez 1001 jardins et même responsable d'apprentissage et parc matériel. Alors en quoi ça consiste justement ? Chef de chantier, donc ça veut dire qu'on nous confie un chantier avec les approvisionnements et la mise en œuvre. C'était le patron qui s'occupait de tout gérer avec le client et les approvisionnements, mais c'était à moi aussi de gérer toutes les fournitures, le responsable apprentissage. Donc dès qu'il y avait un stagiaire, un apprenti, il m'était confié. Et parc matériel, c'était vraiment la gestion de l'affûtage des machines, de l'entretien des vidanges, de m'occuper vraiment de tout le matériel pour éviter que ça casse trop souvent. Est-ce qu'on peut citer vos missions ? Moi, j'avais noté des mises en œuvre des techniques d'engazonnement. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? De nos jours, c'est vrai qu'on a accès à une technologie qui nous permet on va dire, un petit peu moins se faire mal au dos à faire des gazons. Donc on peut faire des gazons en semis, en rouleau, en plaquage. C'est différent. Donc c'est vrai que toutes ces compétences à mettre en œuvre, c'est très compliqué. Il faut essayer d'être bon partout et très bon vraiment dans les spécificités dans lesquelles on est le plus à l'aise et qui nous intéressent le plus. On cite souvent un exemple en Europe, les Anglais, qui ont, paraît-il, les meilleurs jardins du monde. Est-ce que nous, Français, quand même, on se défend ? Oui, on est quand même très très bien coté au niveau mondial. Il y a beaucoup de partenariats avec l'Angleterre, l'Allemagne et beaucoup Japon et Chine pour vraiment faire des échanges de techniques, de plantes. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore au niveau où vous êtes, d'autres concours, par exemple, de création de jardins, de taupières ou... Oui, j'en connais un autre. Ça s'appelle le carré des jardiniers. C'est un concours qui se déroule à Paysalia, qui est un salon national du paysage qui se déroule tous les 2 ans donc à l'Eurexpo à Lyon. Alors à ce concours, vous devez créer un jardin de 200 mètres carrés, mais vous devez tout monter et on vient montrer son jardin en suivant un thème. Je connais aussi le concours de la Royal Horticulture Society en Angleterre, où c'est vraiment là des jardins qui sont vraiment exceptionnels à voir. C'est vraiment du paysage pur et on retransmet en fait et on retranscrit aussi nos émotions et notre façon de voir le jardin dans ces réalisations.
Alors là, si on est en saison, disons, un petit peu froide comme l'automne ou l'hiver, qu'est-ce que vous faites pendant cette période-là, vous? Là, on va privilégier vraiment les travaux de plantation, les dernières tailles de l'année, et puis l'hiver, on en profite vraiment pour retravailler le sol qui, lui, va travailler, nourrir nos plantes pour l'année prochaine. La recherche continue, je crois, dans ce domaine. Donc, Alors oui, on fait des petites études de sol, bon, à notre niveau de jardinier, bien sûr, hein, on travaille pas à l'INRA, mais on essaie de comprendre les besoins du sol qui se retranscrivent par les besoins de la plante. il n'y a pas trop de maladies aujourd'hui spécifiques. Il y en a un petit peu de plus en plus, étant donné qu'on commence à bannir les produits phytosanitaires, que l'agriculture commence à devenir plus raisonnée. Est-ce que vous avez un ustensile que vous chérissez particulièrement en tant que jardinier paysagiste? Mon sécateur et ma griffe. La griffe, c'est pour faire des préparations de sol et préparer Pour les gratter. massifs. Voilà, tout à fait. Pour faire du nivelage et plein d'autres choses. Ça, c'est mes deux outils. Ouais. Et est-ce que dans la vie, vous avez une devise qui vous guide? Faut que ça bouge, sinon je m'ennuie. J'ai l'impression que vous aimez vous lancer à vous-même des défis. À tout le temps, ouais. J'ai plein de projets, j'en parle pas trop, mais on verra plus tard. Est-ce que vous avez vraiment une reconnaissance de votre profession? Parce qu'on a l'impression que quand on passe ce genre de concours, on est un peu seul finalement. Mais est-ce qu'après, vous avez quelques lauriers, je dis, des gens qui vous soutiennent et qui... Oui, tout à fait. Bah, déjà, dans un premier temps, il y a notre famille hein, qui est forcément très fière de ce qu'on fait, pour moi comme pour les autres. Hein. On s'intéresse un petit peu plus à nous. Donc ça nous permet aussi de faire valoir notre métier. Ouais. Il y a combien de diplômés dans ce secteur en France chaque année à peu près qui Alors ont c'est fait un des concours études qui se déroule je parle dans des les études études. d'horticulture, oui. Plusieurs milliers de... Ça dépend des diplômes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jardiniers qui sortent de l'école tous les ans. Ouais. Et c'est très très bien. C'est un beau vivier de futurs apprentis et même de salariés pour... Et est-ce que vous avez croisé ou rencontré d'autres MOF dans d'autres disciplines, notamment à la cérémonie de remise à la Sorbonne? À la Sorbonne, oui, j'en ai rencontré quelques-uns. On était un petit peu triés par catégorie, donc on n'a pas pu tous discuter ensemble, mais avec le temps... Par exemple, je suis membre du jury pour le concours des meilleurs apprentis de France. Il y a des MOF de plusieurs classes, avec les réunions, les jurys. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de MOF et ça fait plaisir de pouvoir discuter avec ces gens-là. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous a fait de vous retrouver au Palais de l'Élysée? Très bizarre, surtout à ma mère. Ça lui a fait encore plus bizarre. On avait le droit d'inviter, donc j'ai dit à ma mère de venir avec moi. Et ouais, ça fait bizarre, tant pas pour le lieu, mais pour la cérémonie, depuis de se retrouver avec tous les diplômés en même temps, ça marque vraiment. Donc pour vous, le MOF paysager, art des jardins a de l'avenir alors? Tout à fait, et puis c'est pour ça que je suis aussi membre du jury, c'est pour vraiment travailler à faire valoir ce diplôme. Le prochain, ça a lieu dans quelques années, donc il y aura une thématique? Voilà, tout à fait. Donc là, il y a eu une sélection sur dossier qui s'est effectuée il y a un petit peu plus d'un mois pour qu'ils puissent commencer leur réalisation en tout début d'année prochaine, je pense. Et la thématique, c'est laquelle? Donc c'est des thématiques qui sont libres, mais il faut, comme d'habitude, respecter l'environnement dans lequel on fait son jardin et surtout respecter le client si c'est pour un particulier. Mais est-ce qu'il y a une distance, un espace bien contrôlé ou minimum? Alors il faut quand même faire un jardin de 250 mètres carrés, c'est pas mal, il y a déjà énormément de travail. Mais il ne faut pas non plus voir trop grand parce que vu qu'on travaille seul, bon, mis à part 2-3 exceptions pour porter des charges lourdes ou sur des grandes mises en œuvre comme des bâches de bassin qui sont très très lourdes, mais il faut travailler tout seul, donc il faut rester aussi humble et savoir ce qu'on peut faire et pas voir trop gros. Ouais. Eh ben, merci Sébastien. Avec plaisir. Nous espérons que vous avez pu apprécier cet entretien et nous remercions particulièrement Sébastien Tillier pour son aimable participation. Entretien Gilles Brochard, production Pierre-Henri Verlac. À très bientôt pour un nouvel épisode.